Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Dans votre débat du 12-15, c'est parce que l'éducation domine l'actualité que nous nous intéressons davantage à la rentrée des classes qui a eu lieu le 1er septembre, surtout à la question de la gratuité des frais d'écolage dans les établissements privés, confessionnels et laïcs. Et pour apporter plus de lumière sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Madame Sandrine Carole Mekam, vice-présidente du Bureau national de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Avec elle, Monsieur Magloire Memiaga, secrétaire général par intérim du syndicat de l'éducation nationale Sénat. Bienvenue à vous, Madame. Bienvenue à vous, monsieur, sur le plateau de Gabon 24. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle de gratuité des frais d'écolage sur ce plateau. Et pour mieux situer le téléspectateur, monsieur Memiaga, quelle est la substance justement de cette mesure quand on parle de gratuité des frais d'écolage? Bien. La question de gratuité, à mon sens, je peux dire je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il s'agit parce que l'école, dans son ensemble, n'est pas gratuite. Mais pour le cas d'espèce, on parle de gratuité des frais de décollage. Et dans les établissements privés et reconnus d'utilité publique que nous pouvons ajouter. Et pour la petite histoire, c'est un scénario qui a commencé en 2005. Et qu'est-ce qui a causé ça? C'est parce que nous avions constaté, l'État a constaté qu'il y a un déficit en matière d'infrastructure dans notre système éducatif. Surtout sur le plan des capacités? Surtout au niveau des capacités d'accueil. Et l'État a orienté les enfants, les apprenants dans les établissements privés, confessionnels et dans d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Depuis cette date, on parle de gratuité des frais d'écolage. Mais derrière ça, c'est un goulot d'étranglement pour les parents. Parce qu'aujourd'hui, cette gratuité ne semble pas être gratuité. Parce que c'est une décision étatique. C'est l'État qui a pris la décision. Mais derrière, les parents continuent à payer. Quand les parents payent, mais les parents attendent en retour un remboursement. Dans la plupart des cas, les parents ne sont pas remboursés. Donc, pour la question de gratuité, oui à la gratuité, mais à un moment donné, le Sénat n'aborde pas cette question de gratuité dans un bon angle. Parce qu'aujourd'hui, quand l'État prend une décision, l'État doit assumer les conséquences de sa décision aujourd'hui. Mais malheureusement, nous constatons que entre les décisions de l'État et la faisabilité sur le terrain, il y a quand même des fossés qu'on peut regretter. Et voilà pourquoi nous disons que oui à gratuité, mais à un moment donné, ça cause problème. Pour les solutions, je vais égrener les solutions à la fin. On va certainement arriver au niveau où on pourra proposer certaines solutions. Mais déjà, vous, Madame Kam, en tant que parent d'élèves et surtout en tant que vice-présidente du Bureau national de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon, comment est-ce que vous vivez le fonctionnement justement de cette mesure aujourd'hui? Alors, comme je vous disais tantôt, merci. Et surtout, merci pour le thème qui est débattu, parce que ça nous plonge vraiment au centre des réalités que les parents vivent sur le terrain. Lorsqu'on parle de gratuité de frais de décollage ici, j'ai bien aimé le recentrage de M. Memiaga qui rappelle que c'est pas l'école qui est gratuite. Parce qu'à côté des frais d'écolage, il y a beaucoup d'autres frais que les parents supportent. Mais est-ce que déjà les frais d'écolage sont gratuits? À l'annonce de cette mesure, les parents se sont réjouis, sauf que la réjouissance elle a été de très courte durée. Parce que nous constatons que si cette gratuité est effective dans les établissements publics, ce n'est pas le cas dans les établissements privés reconnus d'utilité publique. Comment ça se fait exactement? Vous qui êtes parent d'élèves, est-ce que vous êtes lié à ces établissements-là par un engagement quelconque?
Bon, en tant que parents, nous ne sommes pas liés à l'établissement par un engagement quelconque, parce qu'en général, c'est l'État qui envoie nos enfants dans ces établissements. Mais dans les Donc, faits... les établissements sont en partenariat avec l'école. Mais lorsque nous arrivons, nous payons comme tous les parents qui sont venus d'eux-mêmes inscrire leurs enfants. Quand on demande à comprendre pourquoi on doit payer, parce que, alors que nous ne devrions pas payer, les responsables d'établissements nous font comprendre que l'État n'honore pas ses engagements. Donc, cette mesure connaît des limites sur le terrain, parce que tous les parents qui ont des enfants qui sont envoyés dans des établissements privés sont obligés de payer. Alors, il y a souvent une promesse de remboursement qui est faite, mais même là encore, il y a des établissements qui remboursent et il y en a qui ne remboursent pas du tout. Donc, on est dans une situation où un bon nombre de parents payent encore les frais d'écolage. Alors, lorsque l'État rembourse en partie sa dette auprès de certains établissements et que cet établissement décide justement de ne pas rembourser cet argent aux parents qui auraient payé les frais d'écolage de leurs enfants, comment est-ce que vous procédez? Quelle est votre stratégie justement pour essayer d'entrer en possession de votre dû? Tout ce que nous avons à faire, c'est d'informer la tutelle de l'éducation nationale. Les parents ne peuvent pas, stratégie ici, on ne va pas descendre dans la rue, faire du grabuge, un peu comme on a vu dernièrement, les parents, par exemple, du lycée public Joe Dabani, le lycée privé de Joe Dabani en ont eu marre. Ils sont allés faire du tapage et tout, ils ont appelé les médias. Normalement, ce n'est pas ce que les parents devraient faire. Nous, lorsque ces informations nous remontent au niveau de la FENAPEC, nous attirons l'attention de la tutelle et nous l'avons toujours fait. Nous avons attiré l'attention de l'éducation nationale en envoyant les noms des établissements qui refusent de rembourser. Mais nous avons l'impression que l'éducation nationale est impuissante face à certains établissements. On ne sait pas pourquoi. Alors, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que M. Momergue va nous aider à ce propos. Aujourd'hui, on parle d'une dette qui avoisine les 10 milliards de francs CFA parce que, selon nos informations, il n'y a que 70% de la dette de l'année académique 2023-2024 non, 2022-2023 qui aurait été 2023-2024 qui aurait été payé. Les 30% restants n'ont pas été payés, sans compter, sans évoquer 2024-2025. Comment est-ce que tout cela se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un encadrement? Est-ce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui permet justement à l'État de s'orienter vers certains établissements? Est-ce que ce sont des établissements qui se présentent avec les offres en matière de capacité d'accueil? Comment est-ce que tout cela se fait? Il faut dire que l'État doit mettre en place un cadre réel pour orienter les apprenants dans les établissements privés, confessionnels, et d'autres privés reconnus d'utilité publique. Parce que la question aujourd'hui, c'est que dans le cas des orientations, il y a les vœux des parents, surtout pour les apprenants qui sont en 5e année. Ces vœux, les parents choisissent les établissements parce que chaque enfant a droit à 3 vœux. Sur les 3 vœux, beaucoup sollicitent les établissements privés confessionnels et autres. Mais les établissements privés reconnus d'utilité publique, d'autres, les enfants ne les choisissent pas. C'est l'État qui oriente, sans pourtant que les enfants ne sollicitent. Donc, nous disons que pour les établissements privés confessionnels, l'État doit mettre en place un cadre juridique pour les enfants qu'on oriente et le suivi de ces enfants-là. Parce que vous voyez que la dette devient une dette colossale. Si la dette est colossale, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de suivi. Qui est dans le circuit, qui n'est plus dans le circuit. Parce que je vous disais que le processus a commencé en 2005. En 2005, ça a commencé. Est-ce que les mêmes élèves continuent à payer jusqu'à aujourd'hui? Qui continue à payer? Parce qu'il arrive que
Je gagne l'entrée en sixième, on m'oriente en sixième dans un établissement privé confessionnel ou bien dans un établissement reconnu d'utilité publique. 2 ans après, je sors du circuit. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a un rapport de tous ces apprenants qui ne sont plus dans le circuit? J'en doute fort. Pour avoir participé à plusieurs réunions, il y a un problème. C'est vrai, l'État était un mauvais payeur. Et il faut le dire, l'État était un mauvais payeur. Parce que quand l'État prend la décision de gratuité, l'État devait mettre en place des mécanismes de contrôle. Et ces mécanismes de contrôle ne sont pas vraiment au rendez-vous. Ce qui fait que les établissements reconnus d'utilité publique peuvent surfacturer et l'État est obligé de payer. Et l'autre chose, le coût de l'apprenant dans ces établissements-là, ça cause problème. Parce que les établissements privés confessionnels, ils ont un coût. Les établissements privés reconnus d'utilité publique, eux aussi, ils ont un coût. Allons faire la sommation de tous ces coûts-là. Franchement, on tombe dans les milliards. Voilà le goulot d'étranglement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire, voilà le nombre d'apprenants que l'État a envoyé les 5 dernières années. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Je parie, il n'y a pas de chiffre. Et personne n'est capable de nous dire, voilà, dans un lycée X, dans un établissement X, voilà ce que l'État me doit. Pour faire la sommation, pour voir réellement ce problème. En matière de frais de décollage, les frais de décollage sont normés par les textes. Je prends la loi 21/84 fixant les règles applicables à l'enseignement privé. Article 27. C'est l'État qui fixe en négociation avec ses partenaires-là. Mais aujourd'hui, ça devient un business. Ça devient un business, chacun fait ce qu'il veut. Comment un établissement privé reconnu d'utilité publique peut arriver jusqu'à 1 million la tête par an? 100 000 francs par exemple, 100 000 francs par mois. Alors sans vouloir vous couper, madame, lorsque l'État oriente votre enfant vers un établissement qui coûte 1 million, comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas une mesure qui vous permette de poser votre veto, d'opposer justement votre veto? Il faut dire que quand l'État oriente les apprenants dans les établissements privés, c'est parce que l'État a un défaut de structure. Il n'y a pas de salle de classe assez conséquente dans les établissements publics pour recevoir que vous, les élèves. les parents devraient accepter d'être des victimes Certains parents de font des cette recours. mesure? Certains parents font des recours. Quand on fait le recours, c'est qu'on n'accepte pas la mesure. Alors, imaginez un parent qui a fait un recours et puis on lui dit qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans cet établissement. C'est l'État qui prend la scolarité en charge. Si ce parent refuse de laisser son enfant, ou on lui dit que l'État va prendre la scolarité en charge, mais ça veut dire que la scolarité de l'enfant reviendra aux frais du parent, quel que soit l'endroit où il le mettra. Or, à l'école publique, il n'y a plus de place. Ça veut dire que c'est un parent qui va s'engager à aller inscrire son enfant dans une autre école privée à ses propres frais. Donc, ça revient au même. Le problème, il est vraiment profond ici, en ce sens qu'il faut vraiment que le gouvernement privilégie la construction des établissements publics. Parce que quand j'entends le partenaire social ici dire que c'est depuis 2005, ça fait 20 ans. Moi, je me dis qu'en 2005, quand le ministre qui était là avait pris cette décision, c'était certainement le temps d'améliorer les choses. Mais on ne va pas de décennie en décennie continuer à orienter des enfants malgré leurs parents et eux dans des établissements privés. Il faut un moment que ça s'arrête. Alors, Monsieur Memergué, je vous pose une question assez crue. Au regard de tout ce qui est dit ici, est-ce que vous avez l'impression que l'État est en train de sacrifier l'école publique au profit de l'école privée? Parce que si la mesure telle que vous présentez la situation ici est prise depuis 2025 et que la dette s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, est-ce que, comme le dit madame, cet argent n'aurait pas servi à la construction d'établissements? Oui et non. Oui, parce que la question
éducative dans notre pays a été pensée. Vous savez, au sortir des indépendances, les gens ont très vite remarqué les carences de notre système éducatif par le séminaire des inspecteurs de Koulamoutou et du Cap en 1976 et en 1978. Et ce sont ces carences-là qui ont conduit à l'organisation des États généraux de 1983. Et les États généraux de 1983 ont mis l'accent sur les infrastructures. Parce qu'ils ont constaté les classes à mi-temps. Entre les États généraux de 1983 et 2010, il y a eu 2 conseils nationaux de l'éducation. Un présidé par le professeur Albert Ondosa, l'autre présidé par le ministre Mangame Sono. Et tout le monde mettait l'accent sur les infrastructures. Et en 2010, on a organisé les États généraux, on a mis en place un plan de construction nationale, un plan triennal, un plan décennal de construction pendant 10 ans. En 2020, on devait faire le point. Mais de 2010 à 2020, il n'y a rien eu. Or, la population scolaire est dynamique. Aujourd'hui, elle s'accroît au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nous sommes dans un vaste réseau où on doit tuer l'école publique au détriment des écoles privées. Parce que les écoles privées aujourd'hui prennent maintenant l'ascension au détriment de l'école publique. L'école publique ne vit plus. L'école publique devient l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, regardez comment l'école privée est en train d'évoluer dans notre pays aujourd'hui. Donc, nous sommes dans ce réseau-là. Et ça, j'affirme, je suis partenaire, je sais de quoi il s'agit. L'école publique est en train de mourir à petit feu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que depuis 1983, nous sommes en 2025 aujourd'hui, la question de l'éducation, l'école publique pose toujours problème au niveau des infrastructures. Et l'année dernière, nous avions organisé la carte scolaire. Au niveau de la carte scolaire, nous avions identifié les zones de tension à fort effectif pléthorique. Nous avons identifié et voilà pourquoi le Sénat prône aujourd'hui pour un plan triennal de construction, ou bien un plan triennal de construction pour essayer de réguler la question des effectifs aujourd'hui. Comme disait madame tout à l'heure, les parents qui sollicitent les établissements privés, ils ne les sollicitent parce qu'ils veulent, parce que la question des infrastructures pose problème. Parce que le parent, vous allez voir que le parent qui habite au Vendo, il va choisir Immaculée, il va choisir monsieur. Pourquoi? Parce que les parents sont devenus méfiants des établissements publics. Pourquoi? Parce qu'à l'école publique, il y a la grève. À l'école publique, il n'y a pas d'infrastructure. À l'école publique, tous les mots tournent autour de l'école publique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est question de sauver l'école publique. Parce que si on ne sauve pas l'école publique, alors là, nous risquons de tomber dans une situation chaotique aujourd'hui. Donc, je peux continuer à affirmer que tout ce qui est monté aujourd'hui et tout ce qui est monté avant, je vous parle de 1980, des États généraux de 83, tous les ministres qui passent constatent la question des infrastructures, tout le monde qui passe. Donc, aujourd'hui, nous posons encore le problème des infrastructures. Donc, il est question de mettre en place un plan d'urgence pour investir dans l'éducation nationale, pour sauver l'école publique, pour tuer même l'école publique. Parce qu'au Gabon, nous devons prôner pour une école publique gratuite de qualité quand les choses sont bien organisées. Ok. Alors, Madame Carole Mekam, vous êtes quand même à la tête d'une structure importante. On le comprend bien ici, sur ce plateau, qu'un parent à lui seul ne saurait peser grand-chose, mais vous êtes dans un bureau, dans le bureau national d'une fédération d'associations de parents d'élèves. Est-ce que vous posez est-ce que vous conduisez justement des manœuvres auprès de la tutelle pour que votre voix également se fasse entendre? Naturellement, la FENAPEC s'est toujours positionnée comme un partenaire de l'éducation nationale et nous ne manquons pas, à chaque fois que nous faisons des constats, de produire un dossier, non seulement pour présenter les constats et aussi des propositions de solutions. C'est vrai que ce n'est pas la thématique du jour, mais le fait que nous n'ayons jamais de retour de notre partenaire
nous donne un sentiment que ce partenariat n'est qu'un partenariat de nom. Parce que nous n'avons jamais vu notre partenaire, le ministère de l'Éducation nationale, mais vraiment nous appeler pour discuter concrètement des propositions, de solutions que nous leur faisons parvenir. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être que vous insistiez là-dessus. Le parent d'un élève a des droits. On ne peut pas vous déposséder justement de ces droits-là et vous obliger de vous engager à payer des frais d'1 million, de 200 ou de 500 000 sans rien Effectivement, faire. c'est parce que nous sommes conscients de nos droits que nous n'arrêtons pas de parler. C'est parce que nous sommes conscients de nos droits et nous avons communiqué avec nos membres. Nous avons dit à nos membres de ne pas accepter qu'on leur impose de payer des frais qu'ils ne peuvent pas payer. Donc là, actuellement, c'est vraiment la rentrée. On dit que la rentrée est effective, mais elle n'est pas encore effective sur l'ensemble du territoire. Même ici à Libreville, il y a des établissements qui n'ont pas encore repris. Il y a des établissements qui ont repris. Nous sommes en train d'observer. Nous avons des retours des membres. Il y a beaucoup qui nous disent, nous, on n'a pas payé. On nous a, voilà. Il y en a dans les établissements confessionnels déjà, on sait, et le Monseigneur lui-même, il s'est prononcé publiquement, qu'on a demandé aux parents de préfinancer. Mais avec les établissements confessionnels, on n'a pas tellement de problèmes parce qu'ils remboursent. On a la preuve que eux, dès que l'État paye, ils remboursent les parents. Donc, c'est juste que les parents sont pris de court. On est dans certains parents sont dans la situation où ils ont demandé à ce que leurs enfants aillent dans des établissements publics de proximité, mais les enfants se sont retrouvés dans des établissements confessionnels. Donc, ils sont vraiment pris de court parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ça, c'est... Mais on sait que de ce côté, les parents seront remboursés. Notre grosse problématique aujourd'hui reste les établissements privés laïques qui font payer de l'argent aux parents et après, qui refusent de rembourser, même quand ils reçoivent le remboursement de l'État. On sait que l'État est mauvais payeur et que l'État paye vraiment parfois 1 année, 2 années plus tard. Est-ce que vous dénoncez là un certain business derrière ces manœuvres? On ne va pas affirmer des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes sur un plateau TV. On peut dire peut-être qu'il y a des business, peut-être, mais on n'a pas la preuve qu'il y a effectivement business. C'est pour ça qu'on ne va pas le dire directement comme ça. Mais ce qu'on peut dire en tant que parent d'élèves, c'est que les choses ne se passent pas correctement et ceux qui paient le prix fort, ce sont les parents. Parce que les parents n'ont pas que les frais d'écolage à payer. Il y a le transport, il y a les fournitures, il y a pas mal d'autres choses que les parents doivent payer. Donc si au niveau des frais d'écolage qui devraient être offerts par l'État, ça se passe déjà comme ça, vous pouvez imaginer dans quelles difficultés se retrouvent plusieurs familles aujourd'hui. Alors, M. Momiaga, je vous vois souffrir un tout petit peu en silence. Allez-y. Oui, concernant ce que Madame vient de décrire tout à l'heure, et pour vous dire que, vous savez, les parents sont en position de faiblesse aujourd'hui. Tout ce qui peut se passer comme dérive dans le cadre des frais d'écolage et des orientations dans les établissements privés, les parents sont impuissants. Je peux même affirmer, pour avoir assisté à plusieurs réunions, même le ministère est incompétent, impuissant, face à ces lobbies qui tournent autour des établissements privés. Parce que c'est des lobbies forts qui peuvent, en tant soit peu, mettre le ministre hors d'état de nuire. Nous avions vécu ça dans ce pays. Monsieur Momiaga, vous voulez dire qu'il y a certains barons qui se cachent derrière des établissements vers lesquels les élèves sont orientés? Oui. Il y a certains barons, nous devons le confirmer, il y a certains barons qui sont derrière ces établissements privés et qui font le diktat. Qui font le diktat parce que vous allez comprendre, la question des établissements privés, si nous vous ouvrons ce dossier, c'est peut-être une autre émission. Qui est établissement privé aujourd'hui reconnu d'utilité publique? Ou bien qui est établissement privé laïque aujourd'hui? Pour créer un établissement, il faut les normes. Il faut les normes en matière d'infrastructure, dans le cadre juridique, ainsi de suite. Or, nous avions des chambres aujourd'hui qui sont des établissements. Nous avions vu à l'époque les motels qui étaient des établissements. Donc, nous pouvons comprendre que derrière, c'est des lobbies. Ce sont des lobbies qui fonctionnent. Et l'État se retrouve pris au piège? L'État se trouve pris au piège
par rapport à ces lobbies-là. Parce que la question éducative, il faut laisser les textes. Et ça, les syndicats ne cessent de dire que dans ce pays, tout est bien fait, mais sauf l'application des textes. L'école est normée. Je viens de vous citer la loi 21/84 portant les règles applicables à l'enseignement privé. Mais si on va sur le terrain, on regarde ces textes, rien n'est appliqué. Il y a même le décret d'application de cette loi, le décret 1583. Dans ce décret, les normes d'un établissement. Mais quand on fait le tour, rien n'est appliqué. Même les enseignants qui doivent travailler dans ces établissements-là, tout se passe dans un désordre organisé. Donc c'est pour dire que la question des établissements privés, aujourd'hui on parle des frais de décollage. Tout reste à penser. Mais le débat du jour, il faut le mettre devant tout le monde pour dire que la question des décollages, c'est l'incompétence. Les parents ne peuvent pas vraiment mettre leur droit de veto. Les parents sont obligés de subir. Même les associations des parents d'élèves, on travaille ensemble. Même nous, les syndicats, on a dénoncé, mais rien. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Dernière prise de parole, ce sera à vous, Madame Sandrine Carole Mekam. Monsieur Momiagué vient de le dire tout haut. Vous êtes malheureusement impuissant, mais nous vous donnons cette estrade, nous vous prêtons notre estrade pour pousser un cri à l'endroit des autorités qui vous regardent aujourd'hui. Alors, en termes de fin, ce que nous pouvons dire, c'est que nous constatons qu'en termes de gratuité, vraiment des frais d'écolage, il y a beaucoup d'irrégularités dont sont victimes les parents et leurs enfants. Nous avons attiré l'attention plusieurs fois de notre partenaire, la tutelle d'éducation nationale, mais nous constatons qu'au fil des années, ces irrégularités persistent. Le parent, effectivement, il est impuissant dans ce système, mais le parent peut avoir son dernier mot. Et nous l'avons déjà fait une fois ici. Lorsque nous avons été exaspérés par certaines situations, nous avons tout simplement fermé l'école. Nous avons déjà fermé l'école au Gabon pendant 10 ans. Et nous nous disons que si nos enfants continuent à payer le prix fort, si les parents continuent à payer le prix fort, peut-être on va arriver certainement dans la situation où on va fermer l'école pour s'asseoir et pour travailler de manière à ce que les choses se passent mieux. C'est mon mot de fin. Merci à vous, Madame Sandrine Carole Mekam. Vous êtes vice-présidente du Bureau national de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Nous espérons que les autorités vous ont écouté. Merci à vous aussi, Monsieur Momiagué. Oui, en très peu de secondes, oui. Vous voulez prendre la parole? Le cri que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est pour dire aux autorités, il est question de repenser la question de gratuité en République gabonaise et la question des frais de décollage en appliquant les textes et en écrivant les nouveaux textes. Merci à vous, Monsieur Magloire Momiagué. Vous êtes le secrétaire général par intérim du syndicat de l'éducation nationale. Merci. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est fini pour votre débat du 12-15 d'aujourd'hui. À très bientôt sur Gabon 24. Merci.